Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion où aujourd'hui je suis en compagnie de l'ami Hugo. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien et toi? Bah ça va, c'est notre premier duo, uniquement duo, hein, sur le collectif. On a fait des trios ensemble, mais là on n'est que deux, donc pour parler d'un film qui, on va dire, commence à diviser un petit peu déjà, mais qui a fasciné pas mal de gens, notamment lors de son avant-première le 1er janvier dernier, mais qui est enfin sorti nationalement en France le 17, donc ce mercredi, à savoir Pauvre créature, ou en version originale Poor Things, adapté d'un roman d'ailleurs que ni toi ni moi n'avons lu, hein, il me semble, et réalisé par Yorgos Lanthimos, à qui l'on doit notamment La Favorite, où il avait déjà fait jouer Emma Stone, qui ici porte vraiment, hein, l'œuvre sur ses épaules, parce que c'est on va dire, vraiment focus maximal, rôle ultime pour une actrice qui a déjà eu un Oscar et qui pourrait très bien en rafler un autre. Ça, on verra bien. À ses côtés, nous avons Willem Dafoe en Docteur Frankenstein, plus ou moins. Mark Ruffalo, ça c'est pour les principaux. D'autres second rôles qu'on va pas forcément nommer ici, mais on a quand même un Français, deux Français même, hein, dans le lot. Damien Bonnard, très connu, et Suzy Bemba, qui a aussi une importance assez capitale dans des scènes qui se déroulent à Paris, bien évidemment. Et nous sommes ici en présence d'une sorte de, euh, on va dire, drame fantastique entre humour décalé et aussi caution sociale, on y reviendra, où on est dans un monde imaginaire, hein, vraiment, sur le papier, même si c'est plutôt vers l'ère victorienne, quelque part par là. Et on va suivre Bella, qui est une jeune femme, enfant, on n'en dit pas plus pour l'instant, qui a été ramenée à la vie en fait par un docteur qui joue un petit peu au petit scientifique, lui-même ayant été l'expérience de son propre père, bref, et il a, on va dire, en sa possession une créature qui va vouloir vivre et apprendre forcément. Et Bella, alors qu'on lui promet un petit mariage avec une sorte d'assistant du docteur, bah, va finalement décider de partir avec l'avocat venu signer le contrat du mariage, joué par Marc Ruffalo, et les deux vont vivre pas mal d'aventures en Europe, sur un bateau aussi. Et Bella va vouloir s'émanciper, vivre l'amour, pouvoir aussi disposer de son corps comme elle le souhaite. Bref, il va se passer énormément de choses. Et on est ici porté pendant plus de 2 heures sur un film que, Hugo, tu as vu en avant-première, donc il y a un peu plus de 2 semaines. Et quel est ton sentiment actuel, donc avec un peu plus de recul, sur un métrage que tu avais beaucoup aimé, je crois, à la sortie de salle. Ouais, effectivement, j'avais beaucoup adoré, Poor Things donc quand, il était sorti, donc en avant-première, c'était le 1er janvier, il me semble et mon avis n'a pas changé. J'adore toujours autant le film, j'adore toujours autant la performance d'Emma Stone et j'adore toujours autant la mise en scène, hallucinée de Yorgos Lanthimos, pardon pour ce bug, heu ouais, alors je sais que il y a certaines personnes, dont toi, qui n'ont pas été, entièrement convaincus par la proposition de Lanthimos, notamment d'un point de vue visuel et esthétique. Mais, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié, quoi. Alors oui, c'est tu spoilé mon avis, mais en même temps, j'avais spoilé un peu le tien aussi. Alors, c'est un peu compliqué parce que, en soi, l'aspect visuel en tant que tel, il y a vraiment beaucoup de travail sur les décors, les costumes, les effets. Alors, les effets spéciaux par moment, mais bon, c'est voulu. On est dans une sorte de monde parallèle que découvre Bella avec son propre regard, donc c'est une réalité qui n'est pas vraiment notre réalité, ça peut se comprendre. Mais bon, ça, à la rigueur, pourquoi pas? Il y a, on va dire, un procédé esthétique, un parti pris qu'on respecte, qu'on peut apprécier ou pas. Après, ça, c'est autre chose. Mais pour moi, le souci pourrait être ailleurs, mais on en parlera, on développera après sur l'aspect où la forme, peut-être, à un moment, étouffe le fond. Et pourtant, et pourtant, c'est un film qui a beaucoup de choses à dire, énormément de thématiques, donc que j'ai apprécié sur le fait qu'il me fasse réfléchir et qui, on va dire, il m'a pas ennuyé une seule seconde, à part peut-être quelques vagues longueurs, mais bon, il y a des effets de rythme, selon moi, qui ont pas forcément été très judicieux. Par exemple, on va vraiment être très longtemps sur Paris et en contrepartie, à un moment sur le bateau, ils font une escale en Égypte et ça, c'est vite balayé. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui font que, à certains moments, bon, il y a des choix qui ont été faits, quoi. Mais sinon, grosso modo, c'est un vrai périple, ce film. C'est une odyssée, c'est du cinéma absolu. Peut-être un peu trop. Euh, En off, on parlait de l'effet Babylone et tout. Beaucoup de gens ont été vraiment subjugués en sortant de là. Moi, le premier, hein, sortant de la salle, j'étais là, etc.
Et après, en le revoyant, bah, toi aussi, hein, Babylone, en le revoyant, bon. Là, nul ne sait si toi ou moi reverrons le film ou à la hausse, à la baisse dans quelques mois. Ça, on n'en sait vraiment que dalle pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que depuis que je suis sorti de la salle, j'y réfléchis, j'y pense beaucoup à ce film. Je ne vois pas les choses à la hausse pour autant. Au contraire, hein, plus j'y pense, plus il y a des trucs qui m'irritent. Mais on ne peut pas nier le fait qu'il y ait une importance de message derrière. Sur le papier, on voit ici une femme qui est. En plus, on comprend que au début, voilà, la première scène, on ira plus dans une zone spoiler après. On voit qu'elle vient de loin, que ça n'a pas été la joie. Elle renaît là sous forme de femme-enfant et elle découvre qu'elle ne pourra pas vivre normalement en fait. Et très vite, elle décide de s'émanciper. Il y a quelque chose de fort là derrière. Mais justement, sur le fond, donc, lecture féministe du film. Tout le monde ne va pas être d'accord là-dessus, hein, mais il y a une lecture féministe. Après, reste à savoir ce que Lantimos a voulu faire personnellement, comment il a adapté le roman aussi, ça pourrait être intéressant d'en savoir plus. Mais là-dessus, il y a des trucs qui t'ont touché, il me semble, sur ce point-là. Bah, ouais, bien sûr, hein, c'est une cause pour laquelle je suis assez sensible et j'essaye toujours de défendre, différents sujets et ces sujets sont les mêmes que ceux qu'aborde Lantimos dans Potion et et le point de vue féminin, enfin, du moins le regard sur le féminin est certes très progressiste, très, aussi féministe, tendance à déranger certaines femmes. C'est-à-dire que j'ai lu certains avis sur Letterboxd de personnes, que je suis et qui me suivent et certaines ont été irritées par le fait que Yorgos Lanthimos, qui est donc un homme, puisse torturer autant un personnage, féminin, bien que, heu, il y a quand même un discours, hein, derrière qui n'est pas renié. Mais voilà, alors je sais pas ce que toi tu en penses, Jules. Est-ce que finalement il torture son personnage? Parce que moi j'ai un peu de mal avec cette idée et je trouve ça c'est un beau débat. Bah, dans un sens, le personnage est torturé par l'histoire, hein, parce que déjà dans l'écriture, on y reviendra après sur certaines thématiques, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très doubles dans le film, mais son père adoptif, en gros, son créateur, son dieu, elle l'appelle God tout le temps, Godwin, hein, mais bon, il est aimant avec elle, mais en même temps, il l'enferme, il veut pas la laisser vivre. Donc il y a quand même cette idée d'étouffement. Idem pour le personnage de Mark Ruffalo, qui à la base agit comme un libérateur, mais en fait, dès qu'il va tomber amoureux d'elle, il va la posséder. On voit la lecture patriarcale derrière du père trop protecteur, de l'amoureux qui veut être, on va dire, ouais, le possesseur de son épouse. On est dans cette, voilà, cette ère-là du fin 19e siècle et tout. Le fait est que, oui, elle est torturée, mais à la base, elle a été torturée par la société, elle est torturée parce qu'elle est redonnée, on lui redonne la vie dans le corps, voilà, enfin, on voit, elle balbutie, elle réapprend à marcher, quoi. Enfin, c'est un enfant, quoi. Après, là, on serait presque dans. Alors, même si pour le coup, ce que tu as dit là sur Letterboxd, certaines réactions, c'est pas pareil, mais parce que c'est une femme qui l'a réalisé, mais on est plus dans l'effet Barbie là, dans le sens où on a un discours féministe qui est là. Alors, si on veut le voir, il est là et il n'y a pas de souci. Ça se soutient, ça se tient et on peut avancer avec ça. Mais quel est derrière le vrai fond? Dans le sens où, par exemple, dans Barbie, pour moi, alors oui, il y a un aspect féministe, bien évidemment. Il y a au côté très marketing qui était très, on va dire, édulcoré parce que Mattel était derrière, il fallait pas trop, voilà. Là, ça n'a rien à voir, hein. Lantimos, il n'y a aucun projet marketing derrière, si ce n'est qu'il doit faire fonctionner son film pour qu'il marche au box-office, mais bon, comme tous les réalisateurs, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il écrase le film. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Derrière, ce côté hyper formel, hyper esthétisé d'un monde qui, du coup, n'est pas réaliste. Vraiment, bon, tu vas me dire du point de vue de Bella, oui, mais tu as l'impression d'être dans un univers parallèle et du coup, est-ce que le message foncièrement féministe fonctionne dans un monde qui n'a pas de repère véritable pour nous? Déjà, c'est un monde du passé, en soi, depuis, et fort heureusement, on va dire, la condition des femmes a largement progressé, déjà. Tu as un peu l'impression que c'est un film dans un autre temps quand même, et dans une autre réalité. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses de ça. Est-ce que finalement ce message-là n'est pas étouffé par le contexte et l'aspect, tiens, on va faire de l'esbrouf visuel, hein, même si Lantimos maîtrise son sujet. Ouais, non, je pense pas. Je pense qu'il y a 2 thématiques et 2 sujets qui se confondent et qui se confrontent. C'est d'abord, Emma Stone, enfin le personnage de Bella du coup et tout son rapport, féministe au sujet, pardon, je vais y arriver et en même temps ce côté, d'univers parallèle ou différent d'une autre,
parce que on est sur Terre avec des villes qu'on connaît, hein, Lisbonne, Paris, etc., mais dans une esthétique tout à fait différente. On peut quasiment parler d'univers parallèle. Et en fait, le personnage de Bella, sans trop en dire sur elle pour pas spoiler, c'est un personnage enfantin, enfin du moins qui a un cerveau d'enfant dans un corps humain et qui donc, je pense que pour Lantimos, c'est le moyen de donner un point de vue extérieur sur le monde à son spectateur, comme va le faire Bella en fait. C'est Bella qui va pointer du doigt toutes les anomalies, toutes les choses qui n'ont rien à faire dans la société ou qui ne sont pas normales. C'est vraiment ce personnage-là qui, dans le film, va le pointer du doigt. Et du coup, je pense que si Lantimos a suresthétisé à fond son film, c'est justement dans cette idée de nous faire ressentir ce que ressent Bella, c'est-à-dire nous donner nous aussi un regard extérieur sur notre propre monde. Parce que on appuie bien le fait qu'on est à Lisbonne, on appuie bien le fait qu'on est à Paris ou qu'on est en Égypte, et pour autant, c'est pas une Égypte qu'on connaît, c'est un autre regard, c'est une autre vision, et je pense que c'est totalement voulu par Lantimos de nous perdre comme ça, pour que nous aussi on puisse avoir ce regard extérieur. Je pense notamment à ce passage en Égypte où sans trop en dire, Bella va être confrontée à la pauvreté et à la misère, hein, et, euh, et là elle va pointer du doigt tout cela. Et alors c'est très suresthétisé, hein. Il y a une grosse métaphore qui est faite au niveau de la mise en scène avec une grande tour et puis grosso modo des gens un peu plus pauvres en bas. C'est voilà, c'est peut-être pas très subtil, mais néanmoins c'est un rapport totalement différent que si on était dans un monde tout à fait rationnel et cohérent avec le nôtre, je pense. Donc pour moi, ça me paraît logique de suresthétiser. Maintenant, même si c'est logique, effectivement, peut-être que dans certains moments, notamment ce passage en Égypte ou le passage à Paris sur lequel je pense que tu vas revenir, c'est parfois légèrement pas assez subtil, quoi. Ah ça oui, c'est peut-être le vrai reproche. Alors, pour le coup, Yorgos Lanthimos, sur sa mise en scène, sur le regard qu'il porte sur ses créatures, parce que c'est un cinéaste qui aime bien, on va dire, mettre sous le feu, enfin, sous le microscope, on va dire, ces personnages, d'où des fois des plans un petit peu fisheye, un peu lointains à travers, comme si on mettait une loupe devant la caméra, enfin, et des trucs comme ça. Donc c'est intéressant parce que là, il serait à la fois du point de vue de Bella qui découvre, mais du point de vue aussi de ceux qui expérimentent sur Bella. Donc nous, spectateurs, on voit cette créature qui avance dans ce monde et elle est le cobaye de sa propre existence, hein. Grosso modo, c'est ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là aussi, on a une dualité. Mais du coup, comme tu le disais, oui, ça manque de subtilité par défaut parce qu'on est dans un monde qui est volontairement criard et décalé. Parce que oui, tu as raison sur un point. Par son aspect enfantin, au moins, ça nous permet, nous, de mettre le doigt sur des choses qui, quand on regarde de près, sont ridicules. Par exemple, les conventions sociales, c'est très amusant. C'est les meilleurs moments d'humour du film. C'est quand elle s'en fiche des conventions. Limite, le film fonctionne mieux sur la remise en cause des codes sociaux de la bourgeoisie, aristocratie et tout, que limite sur le propos féminisme par moment. Féministe, pardon. Dans le sens, par exemple, là, pendant les repas là et tout, elle ose dire les choses qu'il faut pas dire. Ça, c'est ce que n'importe quel enfant pas éduqué ferait. Donc ça, à la rigueur, moi, ça, limite, je pense si Lantimos, il n'a pas voulu plutôt porter un regard plus critique sur l'aspect société bourgeoise, bien pensante, haute classe, etc. Est-ce que c'est pas ça qu'il a voulu plutôt remettre en cause? Un petit peu comme dans La Favorite, d'ailleurs. Parce que on pourrait parler de La Favorite, mais à la fin du film, on a l'impression de revenir dans La Favorite, sans en dire plus. Est-ce que c'est pas ça qu'il a voulu plus pointer du doigt? Et donc, du coup, les dégâts, évidemment, sous-jacents le patriarcat et le rapport aux femmes, qui fait partie de, à mon avis, la critique ici. Mais c'est pas, est-ce que finalement, c'est pas un message plus global qu'il a voulu faire passer? Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que tu as raison, parce qu'on fait le raccourci un peu rapide de dire qu'il a voulu faire un film féministe. C'est pas forcément vrai. Je pense que il a eu comme intention première, après je voudrais pas parler à sa place, mais je pense que l'idée était plutôt de faire un film progressiste. Et dans ce sens-là, évidemment qu'il y a des relents féministes, mais évidemment qu'on vient aussi tailler les conventions sociales, etc. Notamment à travers une scène dans un restaurant où c'est dans la bande-annonce, hein, une scène où elle va se mettre à danser, où elle va apprendre à danser. Et donc il y a toute une codification de la danse, hein. C'est quelque chose de très réglementé, notamment dans l'aristocratie, etc.
etc. Et elle va briser un peu tout ça. C'est-à-dire que quand tout le monde va danser un ballet, elle va danser du rock. Enfin, c'est pas ce qui se passe, mais c'est un peu l'idée. Et du coup, elle va briser un peu tous les codes et tout. Donc c'est pour ça que je me dis qu'en fait, Lantimos, il a fait un film progressiste et je pense que c'est un peu un raccourci dire que le film est uniquement féministe parce que non, loin de là, il critique plein d'autres choses, hein. Le capitalisme aussi va en prendre, le système libéral, etc. Donc je pense que ouais, c'est pas que féministe, effectivement. Et d'ailleurs, cette scène de danse qui avait été critiquée, je sais, parce qu'il y avait eu des extraits hein, sur Twitter notamment en disant oh là là, ça va être n'importe quoi comme Babylone et tout. Finalement, c'est une vraie réussite dans le film parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans le message. C'est limite, c'est marrant ça, parce que beaucoup de gens voulaient tomber dessus hors contexte. Il faut jamais juger une scène hors contexte comme ça. Déjà, les trailers, c'est encore plus compliqué, mais bon. Et finalement, elle fonctionne très bien dans la remise en cause des conventions et tout. Et c'est très intéressant parce que, en effet, oui, film progressiste. Et finalement, Lantimos, il a toujours voulu remettre en cause certaines choses de la société, des faux semblants, des non-dits. Il l'a bien fait. Alors, je sais pas si tu l'as vu dans La mise à mort du cerf sacré. Moi, j'ai vu que Paul Things de Lantimos pour l'instant, D'accord. donc D'accord. j'ai des lacunes. Non, mais en tout cas, c'est intéressant de découvrir justement Lantimos avec Pauvre créature. Et après, tu reviendras en arrière, tel le saumon qui remonte la rivière. Mais dans La Favorite, il y a clairement ça, parce qu'on est vraiment dans la cour royale. Hein. Du coup, Emma Stone qui était la favorite de la reine, etc. Ça brisait les conventions quand même de certaines manières. Et dans La mise à mort du cerf sacré, c'est ça, c'est une famille hyper riche américaine. Je crois que c'est un médecin, un chirurgien et tout. Puis il y a un jeune qui débarque et qui va complètement bouleverser l'ordre établi. Alors je dis pas comment, mais c'est assez étonnant. Donc quelque part, Lantimos, il continue hein, la logique de son cinéma à vouloir briser les codes et les conventions, y compris sur le plan formel, parce que il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont cette patte visuelle non plus. Là, je parle pas des décors, mais la façon de son fisheye, de faire des grands plans, des fois, c'est très, 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 c'est malaisant hein, par moment. Et en plus, il y a un truc qui est complètement en corrélation avec ce que tu dis, c'est alors toutes les scènes de sexe qu'on voit dans le film. Évidemment, ça, par exemple, aux États-Unis, il va se prendre plein de gens très puritains. Vous savez, aux États-Unis, pour faire un contexte, mais ça arrive chez nos jeunes aussi. Enfin, certains de nos jeunes, je le vois à travers mon métier, aujourd'hui, ils sont plus choqués par les scènes de sexe que par la violence. Voilà. Ça peut paraître étonnant, mais c'est pas si étonnant que ça. Beaucoup de gens sont plus choqués par une scène où on voit à peine des seins hein, que quelqu'un qui va tuer 10 personnes. Quoi. Et quelque part, il insiste bien sur le fait que oui, elle est libre, elle découvre son corps, c'est une femme, et elle va avoir. Il y a des scènes de. Bon, évidemment, à un moment, à Paris, elle a beaucoup de relations, on ne dit pas pourquoi, mais là-dessus, à certains moments, tu te dis, il veut balancer un message, Lantimos. Parce que tu peux te dire aussi que pourquoi autant en montrer c'est pas façon d'être pudique, c'est pas une question de pudeur là, mais pourquoi faire une sorte de répétition là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'à certains moments, on sent qu'il veut insister sur le côté sexuel des choses hein, quand même. Ouais, carrément. Bah, il y a même un trop-plein, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais il y en a beaucoup, énormément des scènes de sexe, au point où ça a gêné beaucoup de monde aussi lors de l'avant-première, où j'entendais des réactions dans la salle. Mais effectivement, quand on appuie autant sur quelque chose, hein, que ce soit bah, des scènes de sexe ou qu'importe, quand un cinéaste appuie autant sur un événement, c'est que cet événement est important et qu'il veut dire quelque chose. Et effectivement, là, on est clairement sur un propos, d'autant plus que, sans trop rentrer dans les détails, certaines scènes sortent elles aussi des conventions très normées de la sexualité. Donc c'est aussi, quelque part, ça s'instaure encore plus dans quand on voit des fois je trouve pas le mot exact, mais la difficulté qu'a Bella avec ses rapports et c'est des rapports qui sont aussi parfois très très violents aussi. Hein. Donc j'ai pas le mot exact, hein, je le cherche encore, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Ah oui, oui, non, mais et puis alors, du coup, tout ça, alors, après on va faire une zone spoiler quand même, parce qu'il y a quelque chose de très important à dire à la fin, pour boucler la boucle, sans en dire plus. Euh, Toutes ces scènes de sexe répétées, à un moment, peut desservir l'Antimos, bon, dans son jusqu'au boutisme par rapport, voilà, lui, il est à fond, il se contrôle pas, c'est peut-être son problème à l'Antimos parfois. Et du coup, il y a quand même, je pense, certaines fans qui ont été énervées
ou certaines personnalités féministes et tout, que ça donne l'impression que Bella, à un moment, elle jouit de sa liberté, sans faire de mauvais jeu de mots, désolé, hein, uniquement à travers le sexe. C'est un petit peu limité quand même. D'ailleurs, à un moment, on essaye de la politiser, ça parle de socialisme, mais finalement, on va retenir que les relations sexuelles. Voilà. Ça, c'est peut-être un petit peu l'erreur involontaire, je pense, de l'Antimos. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais ça donne l'impression, en gros, une femme, si elle veut être libre, ouais, il suffit de la montrer à coucher avec tout le monde et hop, ça passe. Je suis pas certain. Je pense que c'est un peu réducteur, hein, quand même. Ouais, après, je pense que le but, c'était pas de montrer à quel point elle est libre de cette manière. C'est de montrer une partie de ce qui lui permet d'être libre. Le problème étant, c'est qu'il a insisté beaucoup sur les scènes de sexe et pas forcément sur le reste, hein. C'est-à-dire que dans la façon dont elle s'émancipe du personnage de Mark Ruffalo, il y a aussi une certaine liberté, il y a aussi quelque chose. Et malgré que ce soit redondant, que ça revienne souvent, hein, les confrontations avec le personnage de Mark Ruffalo, ben, il n'insiste pas autant là-dessus que sur les scènes de sexe, que sur les scènes de sexe. Donc c'est pas forcément involontaire, mais effectivement l'Antimos va peut-être un peu trop loin, sans le faire exprès bien entendu. Et du coup, ça donne cette impression que effectivement la liberté pourrait venir uniquement de ce rapport au sexe. Alors, le film prouve le contraire, mais je peux tout à fait comprendre qu'on le pense ainsi, tellement il n'appuie pas sur les autres points qui permettent à Bella d'acquérir sa liberté, quoi. Ah oui, je pense qu'on est dans de la maladresse plus qu'autre chose, à vouloir aller au bout de son propos en mode, dans une forme d'extravagance. C'est peut-être aussi dû au scénariste qui s'appelle Tony McNamara, qui doit avoir des origines écossaises, mais il est australien. Donc rien à voir, quoique. Mais c'est des ancêtres écossais qui sont nés en Australie. Mais voilà, juste pour citer son nom, bon, il a fait La Favorite en scénario, donc il connaît l'Antimos. Mais entre-temps, il a fait Cruella, qui allait aussi très loin dans certains trucs et qui perdait son propos des fois. Donc, je me demande si c'est pas aussi dû à l'écriture que l'Antimos n'a pas faite. Mais bon, on va aller dans la zone spoiler là, parce qu'on va balancer beaucoup de choses. Même si c'est pas un film très spoilable, si ce n'est au début, en fait, très vite au début, en voyant la première scène, on comprend des choses qui ne sont pas annoncées dans le synopsis. Et pour revenir à la fin, parce que je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais le film, non, il fonctionne sur deux plans en fait thématiques, grosso modo. Hein. C'est sur la boucle, hein, parce qu'au début, on est à Londres, il se passe un truc, la mort, et on revient après à Londres où elle redevient le personnage qui est mort au début, et aussi le double, la dualité. On va expliquer d'abord le côté boucle, c'est que donc au début on apprend, voilà, on voit une femme de dos qui se jette d'un pont, donc suicide, qui s'avère être Bella, mais en fait, Bella qui va être ramenée à la vie, elle garde le corps qu'elle avait avant, mais dans son esprit, elle a le cerveau de l'enfant qu'elle portait, parce qu'elle s'est suicidée alors qu'elle portait un enfant. C'est glauque, hein, c'est particulier. Donc elle est deux personnes, elle est à la fois son propre enfant et elle-même. Enfin, elle est l'enfant et dans le corps de sa mère, quoi, qui est censée être morte. Oui. Donc c'est compliqué. Et à la fin, donc tiens, on va arriver là, elle revient de son périple, hein, tel Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, elle revient, etc. Et elle retrouve le mari qu'elle avait avant. Donc le mari qu'elle a dû quitter au point où elle voulait en mourir. Donc c'est pas top. Et alors là, c'est la catastrophe. Hein. Le mari, il est complètement cinglé, cruel, possessif, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, il s'est mis tout le monde à dos, y compris ses serviteurs et tout. Et alors là, il y a un truc qui est presque dommage de ne pas l'avoir développé plus loin, mais on comprend qu'elle était comme ça aussi. Elle était tout aussi cruelle que lui. C'était cruel là, d'ailleurs, tiens, au passage, tant qu'à y Oui, être. Et c'est terrible parce qu'à la fin, notre héroïne, tout ça, on se rend compte que dans son esprit, c'est un enfant, donc elle repart à zéro. Elle peut pas apporter les fautes de sa mère, mais sa mère, bon, elle en a eu marre, elle s'est barrée. Mais à la base, elle s'est mise avec un gars avec la même cruauté. C'est particulier quand même. Je sais pas ce que tu as ressenti à la fin. On sort pour le coup, à la fin, on arrive dans un réalisme absolu. Et là, on est dans La Favorite. Le film La Favorite, c'est ça. Voilà. Vie de cours comme ça, très guindée, avec une grosse tension, un malaise, et peut-être sortir des codes. Je sais pas ce que tu as pensé arriver à la fin. Une fin assez étonnante quand même. Enfin, une dernière acte plutôt. Oui, alors si on parle de la toute fin, le tout dernier plan, je trouve Magnifique. pas que ce soit Magnifique. très étonnant, et oui, je trouve ça très très beau. Ça va encore plus dans cette idée progressiste derrière de l'Antimos qui la pousse à fond, mais cette fois-ci, il l'a fait suffisamment subtil, donc cette fin fonctionne.
Et ouais, et pour revenir sur ce passage-là que tu décrivais, donc quand elle revient dans son ancien domicile, c'est vrai, tu m'as tout à fait remarqué que, elle ne elle a été ce qu'elle dénonçait, pendant tout le film, et c'est dommage de pas appuyer là-dessus parce que peut-être elle aussi, ça aurait été l'occasion de se remettre en question et d'essayer de se comprendre de pourquoi autrefois elle agissait de telle manière. Enfin, il y a plein de possibilités d'exploration et plein de possibilités narratives derrière et ils l'ont pas fait et c'est vrai que là, tu le soulèves, mais c'est vrai que ça aurait pu être pertinent de poursuivre. Pour autant, je trouve pas que ce soit un manque, c'est-à-dire qu'on l'a vu, s'émanciper du personnage de Mark Ruffalo et de Willem Dafoe pendant tout le film, pour se rendre compte qu'en fait, elle était avec un personnage qui était exactement comme, Mark Ruffalo, enfin comme son personnage. Alors c'est son compagnon de l'époque est en fait le même, donc va falloir qu'elle se réémancipe encore une fois d'un homme, sauf que cette fois-ci, ça va être beaucoup plus sérieux, hein, parce que bon, dans la Oui. façon dont elle traitait le personnage de Mark Ruffalo, c'était abordé de manière très comique, hein, je me souviens, Et j'étais d'ailleurs, hilar dans la salle. le personnage de Mark Ruffalo, c'est très drôle dans le film parce qu'il devient le fou hystérique qu'il dénonce des fois dans le comportement de Bella. Vous savez, souvent, dans le patriarcat, les hommes qui disaient que les femmes étaient hystériques, c'était l'excuse, quoi. Tout le temps. C'est lui qui devient l'hystérique absolu à la fin. Parce qu'il perd son Ouais, pognon. ouais. Elle a donné son pognon aux pauvres. Enfin, aux pauvres, non, Ouais, en fait, c'est c'est les marins qui l'ont récupéré. C'est très terrible comme scène. Affreux. Ah là là. Mais ouais, lui, il devient complètement ouais, fou et hystérique. Par contre, le mari, c'est vrai, c'est marrant que tu en parles comme ça, parce que quelque part, l'acteur a été cassé pour ressembler un peu à Mark Ruffalo aussi. Ah, ah ouais? bah, je sais pas, ils avaient une petite ressemblance. Bon, la même coupe, quoi. Enfin, bon, en même temps, c'est les hommes de la haute classe de l'époque, quoi. Ils suivaient la même mode, quoi. Mais par contre, à la fin, finalement, elle s'émancipe totalement en décidant de tuer, hein. Enfin, à la base, elle veut le tuer. Oui et non. S'échappe en prenant l'arme et tout. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, elle le transforme en chèvre-homme. Parce que, bon, pour contextualiser, son père adoptif, Dr. Frankenstein, il fait des créatures hybrides. Ça nous permettra d'ailleurs d'enchaîner sur l'hybridation du film. Les créatures hybrides, genre le coq-chien et tout. Et à la fin, il devient l'homme-chèvre. Alors pourquoi la chèvre? Pourquoi pas? Parce que chèvre, bouc, c'est le diable, peut-être, je sais pas. Ouh. Oh bon, on va pas aller très loin, mais bon, en même temps, je pense qu'il a pris le premier animal qui lui passait par la tête. Ah, une chèvre, c'est drôle, une chèvre, je sais pas. Non, et puis aussi, tout à la fin, elle s'émancipe complètement des hommes, en fait, pour se mettre avec une femme, ce qui, Oui, jusqu'ici, c'est progressiste comme approche et enfin, ça accomplit finalement tout le film. Enfin, je trouve ça génial. Cette fin ouais. est magnifique. Oui, elle se met avec sa compagne qu'elle a rencontrée à Paris, qui était une prostituée comme elle, parce qu'elle a été prostituée à Paris. D'ailleurs, il y a cette magnifique scène avec Damien Bonnard, hein, c'est la scène la plus cringe de 2024 pour un petit moment, je pense, où il fait l'éducation sexuelle de ses fils en faisant l'amour avec une prostituée. Oh, j'avais complètement oublié cette Oh scène. là 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 là, mais là, ils tournent en dérision le sexe aussi. Ils prennent des notes en mode, voilà. Alors là, attention, hein, quand le pénis commence à durcir, non, putain. Ouais, ouais. Non, j'avais complètement oublié. Effectivement, c'est très cringe. Et je pense qu'ils ont beaucoup rigolé, Damien Bonnard et Emma Stone, pour faire cette scène, mais bon. Mais ouais, à la fin, et puis à la fin, c'est le paradis, hein. À la fin, la scène dans le jardin, voilà, elle a atteint son paradis, quoi. Et puis alors, le côté hybride, j'en parlais un peu tout à l'heure, tous les personnages ont un côté double dans le film. Bon, bah Bella, elle est femme-enfant, donc ça c'est clair. Alors, très intéressant finalement le personnage de William Dafoe, dans le sens où il est devenu son père. Son père, il l'a martyrisé, il l'a utilisé comme cobaye, c'est pour ça qu'il est défiguré, c'est Elephant Man, quoi. Enfin, c'est le monstre de Frankenstein qui décide lui-même de créer. C'est pas la fiancée de Frankenstein, hein, mais c'est une fille. Et c'est terrible de voir cette dualité d'un personnage qui euh, a finalement accepté d'avoir souffert pour son père. Il lui a fait faire des trucs, il lui a fait subir des trucs affreux. Et il reproduit ça. On voit le traumatisme ultime du gars, quand même. Très très bon de William Dafoe, d'ailleurs. On le voit pas beaucoup, le personnage et tout, mais il est bien exploité, quand même, hein. Ouais, ouais, vraiment. Et puis Marc Ruffalo, on en a parlé. Lui, c'est voilà, celui qui voulait la libérer, mais en fait, c'est pour mieux l'enfermer. Enfin, à la base, vraiment, bon, il voulait juste profiter d'elle sexuellement, hein.
ils vivent des aventures, mais il va tomber amoureux. Il se fait prendre à son propre piège. Ça, c'est très amusant quand même quand on y pense. Puis bon, et puis toutes ces créatures, c'est de très très belles créatures quand même. Les petits animaux hybrides là. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, Là, les effets tout à spéciaux fait. pour le coup, ils sont bien réussis là pour le coup. Ouais, ouais, mais carrément, surtout que le film n'a pas coûté super cher, hein. Je crois que c'est 30 millions d'euros. Enfin, 30 millions de dollars, c'est toujours énorme pour des budgets cinéma, mais pour un film avec de tels effets spéciaux, de tels effets de mise en scène, je trouve pas ça très onéreux. Et ouais, toutes ces créatures, en fait, alors des fois, tu te demandes d'où il les sort, d'où ça vient, et, euh, et pour autant, c'est vrai que c'est très marrant. Et on a souvent comparé, enfin, Lanthimos dans sa réalisation de Poor Things à des réalisateurs comme Terry Gilliam, et c'est dans ce genre d'idée un peu loufoque, un peu chelou que je retrouve cette inspiration, enfin, si tant est que c'en est une, hein. Mais ouais, non, ces créatures, c'est surtout qu'il appuie pas sur ces créatures. C'est-à-dire que euh, les créatures, enfin, quand je dis créatures, c'est ces animaux hybrides, hein, ne sont jamais centrés dans le cadre. C'est-à-dire qu'ils vont se balader en fond, ils vont être devant l'image, mais un peu floutés, etc. Il n'insiste jamais dessus. Et c'est toujours très marrant de ce moment où tu es confronté à l'image, tu tombes sur un animal bizarre dont le cinéaste ne filme pas, en fait, et tu te rends compte de la bêtise du truc, et c'est super drôle, quoi. Ouais, mais c'est pas la première fois qu'il joue avec les animaux, sans en dire plus, avec une forme d'hybridation dans The Lobster. The Lobster, c'est-à-dire le homard en anglais d'ailleurs. Dans un film très particulier de Lobster que je te conseille, mais que je conseille à tout le monde. Il y a des trucs très. C'est un film un petit peu déjanté. Mais Lanthimos, de toute façon, il y a un petit côté dérangé dans ses films. Mais c'est bien. C'est bien. Au moins, il va creuser des trucs. Et ben, pour conclure, alors, là, vous l'avez compris, c'est un film qui fusionne beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il foisonne pas mal de choses, c'est foisonnant et fusionnant, parce que ça fusionne pas mal de thématiques mélangées, il y a beaucoup de choses, peut-être trop, il y a peut-être un sur-trop dans ce film en fait, et pourtant le propos est très intéressant, l'histoire de base est passionnante, la façon dont c'est tourné, ça part d'un mythe traditionnel, le mythe de Frankenstein et de sa créature, et on en fait quelque chose. Et puis Emma Stone est très très bien. Alors, on peut conclure là-dessus, Emma Stone, elle porte le film, elle croit au Ouais, projet, vraiment. oui, elle méritera l'Oscar. J'avoue que j'aimerais bien que Lily Gladstone le gagne parce que son rôle, justement, tout en retenue dans Killers of the Flower Moon, il y a beaucoup de souffrance en retenue et parfois ça explose. Il y a quelque chose. Mais bon, Emma Stone, elle se donne à fond. On n'est pas loin de l'acteur studio par moment quand même. Mais on ne peut pas nier la grande performance d'Emma Stone. Voilà. Je pense que là-dessus, Bah ouais, c'est comme si on avait mis Emma Stone dans un truc un peu freak, un peu dérangé, un peu bizarre, et c'est pas le genre de proposition à laquelle on la voit. Alors il y avait Cruella, mais Cruella c'est Disney derrière, donc c'était très soft quand même comme approche. Là pour le coup, on peut pas dire que Poor Things est un film soft, hein, vraiment pas. Mais oui, je pense honnêtement que c'est une sérieuse concurrente pour ces Oscars 2023, hein, vraiment. 2024 du coup, mais pour les films de 2023, c'est toujours compliqué. Mais en tout cas, oui, voyez ce film, voyez Pauvre créature, Poor Things, parce que alors, je commence à avoir des retours négatifs sur le film parce que après l'avant-première, c'était quand même grosso modo 90% de waouh, c'est déjà le film de l'année. T'as pas été le dernier à le faire d'ailleurs, mais bon, Non. mais voilà, après, des films, on en a tellement dans l'année que voilà, on a peut-être 20 fois dans l'année, quand on voit un nouveau film, l'impression de voir le film de l'année. C'est ça la magie du cinéma aussi. Mais en parler comme ça, en tout cas, c'est intéressant. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra le revoir aussi. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Moi, ça sera Oui, ma bah, tout à priorité fait. de revisionnage, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a un autre film que j'ai largement préféré cette semaine, c'est Les Chambres Rouges, un film québécois. Mais je sais que je reverrai en priorité Pauvre créature. Ouais, Plein de tout raisons. comme je reverrai Dali, moi, de mon côté, parce Oui. qu'effectivement, c'est deux sérieux concurrents. Ah oui, Dali, ah oui, le fameux Quentin Dupieux que tu as déjà vu en avant-première. Qui sort Effectivement. le Mais 7 toujours cet été février. avant-première, hein. Ouais, mais Dali, ça va être un très bon cinéma aussi, on n'en doute pas. En tout cas, merci Hugo. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, peut-être. Si quelque chose te revient comme ça. Non, mais tu as parfaitement conclu, hein. C'était nickel. Et en tout cas, on attend les débats. C'est-à-dire là, dans les commentaires, on veut les gens qui ont adoré, on veut les gens qui ont détesté. Non, mais on veut. Si jamais, soyez libres. Voilà, quel que soit votre avis,
balancez en commentaire votre ressenti, même si vous n'êtes pas d'accord avec nous aussi, peut-être qu'on a dit des bêtises à vos yeux, mais n'hésitez pas, hein, on est là pour discuter, vous écouter, on vous répondra avec grand plaisir. Et en tout cas, c'était un plaisir, en tout cas pour nous, d'en parler. Ouais, déjà, voilà, on est content d'en avoir parlé. Et il n'y a plus qu'à dire à très bientôt sur la 7e illusion. Pour d'autres duos ou trios sur des films à venir, là, on ne spoile rien, il y a des choses qui doivent être prévues, là. Très bientôt encore. Allez, à très vite, les amis. Ciao, ciao. Au revoir, salut.